Bonsoir tout le monde. Moi aujourd'hui je vais vous présenter un talk qui va s'appeler Cloud Native Cloud. On va voir un petit peu pourquoi. Très brièvement, qui je suis? Je m'appelle Alexis Chotard. Vous pouvez m'appeler Orgix, c'est sous ce nom-là que vous me trouverez un peu partout sur Internet globalement. Je bosse pour Xebia et donc maintenant pour Publicis Sapient. Globalement, moi mon délire c'est d'absolument tout automatiser. Et idéalement de faire ça proprement. J'aime pas le scotch, j'aime pas les trucs pas fiables, pas pérennes, pas maintenables. Et globalement, mon quotidien, c'est 30% de développement, 40% d'ops, d'administration système, etc. Et 30% de training, de coaching, ce genre de choses. Donc globalement, si vous voulez me caser un job title, ça serait ce qu'on appelle aujourd'hui des SRE, des Site Reliability Engineer. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de Cloud Native Cloud. Deux parties, Cloud Native et Cloud. Il n'y a pas de typo dans le titre, c'est pas une erreur, j'ai pas deux fois mis le même mot. On va parler en fait de l'aspect Cloud Native des providers de cloud eux-mêmes et des outils qu'on va utiliser pour interagir avec. L'idée, ça va être d'avoir un petit peu, en sortant de ce talk, une petite idée de où les cloud providers en sont sur ce genre de sujet et surtout où on se dirige pour 2019 et un petit peu plus loin. Disclaimer, je ne fais pas souvent de disclaimer de ce genre-là dans mes talks, mais pour une fois, il va y avoir pas mal d'opinions personnelles dans ce talk-là sur un certain nombre de points, donc à prendre avec un grain de sel. N'hésitez pas après à poser des questions pour en discuter autant que vous voulez. Laissez-moi une seconde, histoire d'être sûr de ne pas dépasser. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de, en gros, c'est quoi tout ce qui est Cloud Native, on va pas s'apesantir dessus, on va parler de la gestion des services managés sur le cloud, de comment on les déploie, on va parler de tout l'aspect vendor lock-in, de la CNCF, etc., de Kubernetes, de Kafka, des API des cloud providers eux-mêmes et d'observabilité. On va pas parler que d'AWS, ça changera un petit peu des deux talks précédents, même si on va évidemment en parler, ça serait dur de passer à côté. Donc, c'est quoi tout ça, tout ce qui est Cloud Native, etc. Vous en avez déjà probablement entendu parler, très brève définition. Je ne vais pas vous en inventer une, je vais vous sortir celle qui est donnée par la Cloud Native Computing Foundation. C'est eux les mieux placés, après tout, pour définir ce genre de choses. On en reparlera un petit peu après de la CNCF. Ils définissent l'aspect Cloud Native comme, globalement, tout ce qui va être des technologies qui vont être buildables, qui vont être déployables de manière moderne, de manière scalable, dans des environnements dynamiques. En gros, faire des choses propres et pour le cloud, essentiellement. Donc typiquement, on parlera de conteneurs, d'infrastructures immuables, on parlera de plein de choses du genre. Tout ça, c'est des définitions qui s'appliquent vraiment à la base, normalement, aux services que vous allez construire. Vous allez coder des services, construire des services, designer des services qui seront cloud natifs, qui seront taillés pour fonctionner sur du cloud et en tirer le meilleur parti. L'idée, c'est que des technologies cloud natives soient idéalement assez faiblement couplées les unes avec les autres et qu'on soit des choses qui soient résilientes, qui soient observables et qui soient faciles à gérer. Tout ça nous permettant d'avoir un gros niveau d'automatisation devant tout ça. Et du coup de réduire un petit peu la pénibilité de gestion. Donc ça, voilà, c'est la définition de la partie Cloud Native. On va voir un petit peu, on va essayer de voir ensemble comment ça s'applique aux providers de cloud, aux outils qu'on va utiliser pour interagir avec. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Déjà, on va aborder ça sur l'aspect de déployer dans le cloud. C'est super, c'est pour ça qu'on l'utilise à la base. Mais on ne va pas trop en parler sur l'aspect comment déployer vos applications directement dans le cloud. On pourra en parler, ça pourra faire un talk de 2 heures, il n'y a pas de problème. On va plutôt parler là dans un premier temps de la manière dont on va déployer les services managés dans le cloud. Comment est-ce que les services managés, on les instancie, on les déclare, etc. et comment est-ce qu'on les gère. Le cloud, à la base, c'est quoi? C'est se dire on va vous fournir une couche d'abstraction, on va fournir des API qui vont vous permettre d'abstraire l'infrastructure en dessous et de vous la fournir sous forme de services. Qui dit API dit contactable de manière programmatique. Après tout, le P, ça correspond à ça. Qui dit quelque chose de programmable dit on n'a qu'à coder des choses pour parler à cette infrastructure. Et c'est donc là qu'on atterrit naturellement sur tout ce qui va être infrastructure as code. Pour rappel, l'idée de l'infrastructure as code, c'est de fonctionner de manière descriptive. À l'inverse de ce que un petit peu Alexis présentait tout à l'heure avec CDK, un des trucs annoncés récemment par Amazon. L'idée, c'est de décrire l'état souhaité
et d'avoir un service, un outil, qui soit capable de comprendre cet état désiré et de faire tendre les services de mon cloud provider vers cet état. Je vais dire, je veux 2 machines, par exemple, et s'il n'y en a qu'une sur mon cloud provider, ça va aller m'en créer une. Donc c'est vraiment réussir à connaître l'état actuel de mon infrastructure, connaître l'état souhaité, et savoir quelle mutation faire pour passer d'un état à l'autre, pour passer de l'état actuel à l'état souhaité. Globalement, ça, c'est ce que font principalement aujourd'hui 3 outils, Terraform, par HashiCorp, Google Deployment Manager sur GCP, et AWS CloudFormation chez AWS. J'ai volontairement pas mentionné Ansible, c'est pas fait pour parler à des API de cloud provider, même s'il sait le faire. L'idée, ça va être de voir un tout petit peu où on en est en 2019 sur ces outils-là, et qu'est-ce qu'on pourrait espérer un petit peu pour le futur. Terraform. Bon, c'est super cool, ça, il n'y a rien à dire. C'est super cool, c'est open source, HashiCorp globalement font des trucs plutôt très sympas. Et c'est génial. Terraform, ça prend quelle forme? Ça a la forme d'un binaire. C'est juste un binaire, un outil en command line, que vous allez lancer. Vous allez lui donner, il va aller lire l'état désiré dans vos fichiers, et il va aller donc faire les calls à votre provider de cloud pour avoir les services managés dans l'état dans lequel vous voulez. Avantage, déjà c'est indépendant d'un cloud provider, donc c'est cool, ça peut parler à Amazon, ça peut parler à Google, etc. Même parler à OpenStack, à Scaleway, à ce que vous voulez, plein de choses, c'est génial. Une des premières choses, et encore ce mini d'ailleurs qu'on m'a fait remarquer, c'est ouais, mais comment est-ce que du coup il stocke son état? Je parlais tout à l'heure, juste avant, il connaît l'état courant, il connaît l'état désiré, il calcule ce qu'il faut pour faire la transition entre les deux. Une des premières problématiques qui se pose, c'est comment est-ce que je stocke cet état courant. Il ne va pas le découvrir, lui, il va le stocker. Si je le stocke localement, comment est-ce qu'on fait quand on bosse à plusieurs? Comment est-ce qu'on fait pour partager cet état? Ça, c'est une problématique qui est déjà résolue depuis un bon moment. Il y a la possibilité d'avoir ce state de manière distante avec Terraform. En gros, il va aller stocker son state principalement dans l'object storage. Quand il parlera Amazon, ça sera par exemple dans S3, et il posera des logs dans DynamoDB. Sur Google Cloud, ça sera dans Google Cloud Storage, etc. L'idée, c'est que, en gros, ce TF state, ce fichier de state pour Terraform, il va donc le créer à partir de ce qu'il crée, de ce qu'il déclare, etc. sur notre cloud provider. Et ensuite, il va aller l'uploader dans notre object storage, ce qui permet à plusieurs personnes d'utiliser le même state et de ne pas se marcher sur les pieds, de ne pas déployer la même infrastructure en même temps, ça n'aurait pas de sens. Donc tout ça, c'est génial. Par contre, comme je vous l'ai dit, Terraform, c'est un binaire. C'est un binaire qui se lance en command line et ça s'arrête à peu près là. Ce qui veut dire que d'un point de vue interactivité, d'un point de vue pour s'intégrer avec, pour faire des choses avec, c'est un peu compliqué. Concrètement, vous avez des outils comme quelque chose qui s'appelle Atlantis, qui vous dit on va en gros wrapper Terraform pour vous faciliter la CI, et notamment du coup la partie CD avec Terraform, qui fait ça. En gros, ça finit comment? Ça finit par des exec, le binaire de Terraform, les arguments qui vont avec. Et ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que c'est pas vraiment fiable, c'est pas vraiment une API au final, il n'y a pas vraiment de contrat entre moi et le binaire de Terraform. Ma manière de lui filer des infos et de lui dire ce que j'attends de lui, c'est quoi? En gros, c'est de lui filer des flags au binaire, c'est de lui filer des flags, c'est de générer ça. C'est pas super clean. La manière de comprendre la réponse de Terraform, c'est quoi? C'est d'essayer d'aller parser stdout, essayer d'aller parser la sortie de Terraform, qui au passage est vraiment pas faite pour. C'est une plaie, c'est pas fiable. Ils ont prévu prochainement d'essayer d'avoir une sortie qui puisse sortir en JSON, etc. pour qu'on puisse le parser. Toujours est-il que, je suis désolé, mais moi, utiliser un outil en 2019, on parle de cloud native, on parle de service, on parle de tout ça, me dire qu'un de mes outils, c'est pas vraiment une API, c'est pas un service, c'est juste un tool en command line qui, dès que je veux l'interfacer avec autre chose, je vais devoir aller le exec de manière plus ou moins propre. Voilà. C'est pas génial. Moi, c'est un de mes souhaits d'ailleurs pour Terraform, ça serait que ça puisse à la fois être utilisé comme un outil en command line. Après tout, c'est bien pratique pour tester. Ça permet de démarrer rapidement, je chope le binaire et je suis parti, c'est cool. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'il puisse aussi être fourni sous forme d'API que je vais contacter, qui me permettrait notamment d'avoir ce state automatiquement centralisé quelque part, d'avoir le côté un petit peu auditabilité dont parlait Jérémy tout à l'heure, parce que ça serait un service à un endroit par lequel les déploiements passeraient, je pourrais avoir un historique de mes déploiements, etc. Et surtout, je pourrais aller avoir une API pour aller décrire l'état de son state.
pourrais aller dire, ok, à Terraform, tiens, bah, c'est quoi l'état de ce que tu as créé, etc. Quand est-ce que tu l'as déployé, ce genre de choses. Actuellement, si vous voulez le faire, en gros, vous allez vous parser le tf-state manuellement, vous allez le loader depuis votre object storage, vous le parsez, c'est pas génial. Donc voilà, sous forme de service, ça pourrait être cool. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Ça serait, pour le coup, dans un aspect un petit peu cloud native, dans l'aspect de on va fournir des services, on va se coupler faiblement aux choses, on va fournir des choses claires, bien, entre guillemets, contractualisées, standardisées, etc., pour faciliter les interactions entre les programmes et les outils. Bah, on n'en est pas encore là, malheureusement. Son pendant côté Google, en service managé cette fois, c'est Google Deployment Manager. Google Deployment Manager, lui, bah, il résout ce entre guillemets pitfall, que, de mon point de vue en tout cas de Terraform, c'est-à-dire que c'est un service, c'est une API. Et vous allez lui filer via un call d'API l'état que vous souhaitez, et lui va s'occuper de faire le boulot pour faire tendre l'infrastructure vers l'état souhaité. Dans Google Deployment Manager, globalement, Google là-dedans ont une vision assez incroyable. Ils se sont dit, après tout, un tool d'infrastructure as code, c'est quoi? C'est juste quelque chose qui va lire un YAML, un HCL, un JSON, ce que vous voulez, comprendre l'état demandé, puis aller le transformer en call d'API derrière. Tiens, la ressource n'est pas là, bah, je vais aller faire, j'en sais rien, je vais aller faire un put. La ressource doit être supprimée, je vais aller faire un delete, si je suis sur une API REST, je vais aller faire un patch si je dois l'updater, etc., etc. Et ils se sont dit, Google, enfin visiblement, ils se sont dit, on pourrait généraliser cette approche. On pourrait avoir un outil qui sait faire ça. D'un côté, une partie où il va lire l'état souhaité et la partie où il transforme ça en call d'API. Et c'est quelque chose qui est possible avec Deployment Manager. Vous pouvez lui rajouter la gestion de vos propres API. Imaginons 5 secondes, j'ai une API, j'en sais rien, qui gère des comptes bancaires. Je pourrais faire de l'infra, entre guillemets de l'infra du coup as code, sur mon API via Deployment Manager. Je pourrais faire en sorte d'avoir un YAML où je lui décrirais, j'en sais rien, les comptes que j'ai et combien j'ai dessus, et aller faire en sorte que Deployment Manager comprenne cet état demandé et fasse les calls d'API sur mon API qui va bien pour créer les comptes, machin, etc. On pourrait imaginer ça, c'est super. Par contre, lui dire exactement comment appeler mon API derrière, à faire manuellement, ça serait pas ouf. Et vu que Google, c'est quand même globalement des gens intelligents, ils se sont dit, ça tombe bien, on a des specs d'API normalement maintenant en 2019. On a des choses comme OpenAPI, on a des choses comme Swagger, etc. On va pas encore parler de gRPC maintenant. On a des specs d'API, et du coup, ça veut dire que Deployment Manager, on pourrait potentiellement lui dire, tiens, voilà une spec OpenAPI, vas-y, fais-moi tout ce qui va bien pour lire l'état et puis faire le mapping vers des calls d'API. Ça tombe bien, il sait le faire. Vous pouvez lui filer une spec, il saura le gérer. Et là, on va un tout petit peu reboucler sur pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Là, on est en train de parler d'outils pour déployer vos services managés sur votre cloud provider de manière un petit peu moderne, de manière un petit peu cloud native, de manière un peu dynamique, propre, etc. Google Deployment Manager ne sait pas déployer, ou en tout cas pas forcément correctement, tous les services de GCP, ce qui est quand même problématique vu qu'accessoirement c'est son boulot. Du coup, l'approche de Google, c'est de se dire, vous avez qu'à rajouter la gestion de nos API dans Google Deployment Manager, dans celle dont vous avez besoin, via ce genre de fonctionnalité. Google n'expose pas de spec OpenAPI, ils exposent, toutes leurs API exposent une spec dans un truc qui s'appelle Google Directory. C'est kiff, c'est pas le même format, etc., mais c'est de la spec d'API. Donc en gros, ce qu'ils vous disent, c'est nos API exposent des specs, Deployment Manager sait comprendre ces specs pour faire de l'infra as code dessus. S'il vous manque la gestion d'un des trucs, faites-le vous-même, il n'y a pas de souci. Je trouve que cette vision, pour le coup, est carrément cool. Par contre, il y a pas mal de problèmes qui en découlent quand même. Il ne va pas savoir faire un certain nombre de checks, par exemple, avant d'aller faire un call d'une création de quelque chose. S'il faut faire une vérification d'unicité sur autre chose, ce genre de choses, il ne saura pas le faire. On a essayé de le faire sur certains services, ça marche, mais il y a beaucoup quand même de cas où ça coince pas mal. Et au final, il y a beaucoup de cas où Deployment Manager n'est pas si incroyable et friendly qu'on pourrait l'espérer. C'est vachement dommage, par contre, ils ont une super bonne entre guillemets vision là-dessus. Moi, tout ce que j'attends, en tout cas en 2019, c'est que ça devienne quelque chose d'un peu plus poussé. Je pense qu'ils ont vraiment de quoi en faire quelque chose de génial. Et le petit dernier, on va parler d'AWS avec CloudFormation. Globalement, CloudFormation, ça tue pas mal. Ça fait la plupart des choses de manière très cool. C'est comme Deployment Manager, c'est un service, donc c'est une API, etc. Vous lui parlez pour lui dire quoi déployer, il gère tout ça. Vous avez une API pour décrire ce que vous avez déployé, ça vous log, etc. C'est plutôt cool là-dessus. Globalement, ça s'intègre plutôt bien avec quasiment tous les services d'AWS.
et c'est plutôt fiable, voilà, c'est sympa. Par contre, je vous parlais tout à l'heure de l'aspect dynamique des technologies entre guillemets cloud native. On est fait pour bosser dans des environnements qui sont dynamiques, qui sont scalables, qui bougent tout le temps, etc. Je vais vous prendre un exemple très bête. Je vais vous demander de bien me suivre parce qu'il n'y a pas de slide pour le détailler. Je vais vous prendre un exemple très bête avec CloudFormation. J'ai un auto-scaling group qui contient 5 instances avec une AMI, la version 1 de mon application. Je veux déployer une nouvelle version de mon application. Je vais faire quoi? Je vais mettre à jour ma description CloudFormation pour non plus qu'elle utilise l'AMI V1, mais l'AMI V2. Et je vais lui dire, tiens, update-moi mes instances pour aller vers la bonne version. Alors là, on va commencer à parler un petit peu du coup de stratégie de déploiement, de rolling upgrade, de replacing update, etc. Rolling, c'est je les prends une par une. Je mets une V2, j'enlève une V1, je mets une V2, j'enlève une V1, etc. Et le replacing update, c'est quoi? C'est je prends tout le nombre d'instances V1 que j'ai, j'en spawn le nombre V2, et quand elles sont toutes prêtes, j'enlève les V1. C'est cool. C'est cool, d'ailleurs ça marche plutôt pas mal. Par contre, dans mon auto-scaling group, la première fois qu'il est créé, j'ai besoin de lui dire combien d'instances je veux dedans. Par exemple, j'en veux 10. Allez, j'ai du coup, état initial côté CloudFormation, je veux un auto-scaling group avec 10 instances de mon AMI V1. C'est génial, je finis par déployer, je finis par changer AMI V2, et là je lui demande de déployer. Quel nombre d'instances désirées il va mettre dans mon auto-scaling group? Il va mettre ce que je lui ai décrit dans mon descriptif. Et du coup, si entre-temps j'ai eu par exemple des règles de scale-up ou de scale-down, elles ne sont pas prises en compte. Il ne va pas aller découvrir l'état actuel de mon auto-scaling group pour récupérer la même chose. Donc imaginons, j'ai déployé au début ma V1, j'avais 10 instances, j'ai eu des clients, c'est cool, maintenant j'ai 20 instances, je suis sur du replacing update, je fais un déploiement. Je vais garder mes 20 instances V1, il va en déployer 10 avec ma V2, le nombre que j'indique dans mon auto-scaling group, et ensuite il va dégager toutes les V1. Donc en gros, je vais faire 20 instances, 30 et 10. À la base, vous en aviez besoin de 20 pour servir vos clients quand même. Quand vous en aurez plus de 10, il va très probablement y avoir des problèmes. Donc sur ce point-là, c'est sympa pour gérer les services managés, mais c'est vraiment pas, entre guillemets, mature pour faire du déploiement de ce genre de choses. Alors après, on peut faire des choses soi-même, avec entre guillemets du scotch, mettre une lambda par-ci, une lambda par-là, l'interfacer avec pour aller le faire soi-même. Ça se fait, mais c'est pas encore, entre guillemets, vraiment fait pour bosser dans des environnements dynamiques. La preuve, globalement, tous ces outils dont je vous parle, ils stockent à un endroit un état. Parce que ils vont pas aller essayer de réconcilier un petit peu, voir dynamiquement quel est l'état, etc., pour comparer à leur state. Ce seraient des choses qui pourraient être un axe d'évolution globalement, mais qui sont évidemment pas simples à implémenter. Donc pour résumer un petit peu cet état sur le déploiement de services managés sur le cloud, de manière un petit peu cloud native, CloudFormation, globalement, est celui qui s'en tire le mieux. Globalement, c'est clean, c'est facile, entre guillemets, à intégrer, à utiliser, c'est pensé de manière un peu moderne, c'est globalement fiable, même si ça manque un peu sur l'aspect dynamique. Google Deployment Manager, globalement, est actuellement dans une situation un peu compliquée si vous voulez vraiment l'utiliser. Globalement, ce qu'il vous dit, c'est on sait lancer des scripts Python, fais ton infra as code avec ça. C'est pas vraiment ce qu'on attend de l'outil, ça on pourrait le faire soi-même. Par contre, leur vision est carrément cool sur tout ce sujet-là. Et ça pourrait bien donner des choses très intéressantes en 2019-2020. Et Terraform, c'est toujours super cool. Après tout, Terraform occupe une place dans l'écosystème qui serait probablement vide s'ils n'étaient pas là. Le fait de faire de l'infrastructure as code correctement pour différents cloud providers, etc. Par contre, ça pourrait être tellement mieux, quoi. Ça pourrait être tellement plus, ça pourrait être tellement, justement, dans un état d'esprit un peu cloud native, ce tooling pourrait être, c'est fournir ça sous forme d'API, c'est globalement un petit peu la base d'un point de vue interconnexion, etc. Ça pourrait être vraiment, vraiment mieux. Je ne vous ai pas parlé d'un autre outil, je ne vous ai pas parlé de AWS CDK, dont Alexis parlait tout à l'heure et qui a été annoncé récemment. Je ne vous ai pas non plus parlé de quelque chose d'autre qui s'appelle Pulumni, qui a été mentionné il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, au mois du cloud, dans les locaux d'Oxebia. Le talk et la vidéo du talk est en ligne, si vous voulez aller le voir. Voilà, c'est un peu la même approche qu'AWS CDK, c'est plus coder son, entre guillemets, infrastructure. Donc voilà pour cet aspect, un déploiement des services managés.
Et c'est cool, mais dès qu'on parle de service manager, vient rapidement la question du vendor lock-in. Bah c'est génial, j'utilise plein de services que mon cloud provider gère pour moi. Wouhou! Ah ouais, mais du coup je suis forcé d'utiliser les siens. Si je veux partir ailleurs, ça veut dire adapter un petit peu tout ce que je fais, mon tooling, etc. Et c'est là qu'on va commencer à dire un petit peu bonjour à la CNCF. Alors je vous en parlais tout à l'heure quand je vous définissais ce qu'était la partie Cloud Native. Je vous donne la définition de la Cloud Native Computing Foundation. Alors, qu'est-ce que c'est la Cloud Native Computing Foundation, que je vais appeler CNCF maintenant, et non pas SNCF? Globalement, c'est une fondation qui a pour but de gérer des projets open source, entre guillemets. Vous voyez ça comme la fondation Apache, pour des projets un peu plus modernes et avec, de ce que j'ai compris, certaines lourdeurs un petit peu en moins dans la gestion des projets. C'est une sorte de sous-groupe de la Linux Foundation. Et globalement, ils gèrent des choses plutôt cool. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ils ont différents niveaux de projets, ils ont, en fonction de la maturité des projets, ils ont le niveau entre guillemets sandbox, le niveau incubating et le niveau graduated. Et le niveau graduated, c'est les projets qui sont gérés par la CNCF et qui sont les plus matures, à la fois en termes de user base, en termes de couverture de tests et de CI, etc. sur le projet lui-même, en termes d'adoption pour l'utilisateur, etc. Et ces trois projets qui sont en graduated de la Cloud Native Computing Foundation, il n'y a ni plus ni moins que Kubernetes dedans. Normalement, si vous êtes là, vous en avez tous déjà entendu parler. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous définir ce que c'est Kubernetes. Il gère aussi Prometheus, pour tout ce qui est monitoring, métrique et alerting. C'est aussi eux qui gèrent Envoy, qui est une sorte de proxy qui vient se mettre en sidecar dans une solution de service mesh qui s'appelle Istio notamment. C'est par des gens de Lyft, c'est très bien designé. Et quelque chose qui s'appelle Core DNS qui est utilisé dans Kubernetes pour la découverte justement de services. Je ne vous parlerai pas de tous les projets en incubating et en sandbox. Globalement, il y a plein de choses très cool et qui ont vraiment du sens les unes avec les autres. Mais globalement, la CNCF, c'est un petit peu la voie royale vers la sortie un petit peu d'un certain vendor lock-in. Parce que c'est une fondation qui va gérer des projets et les pousser, entre guillemets, un peu partout. Ce qui fait que si ces projets sont adoptés par différents cloud providers, vont réduire un petit peu le facteur de lock-in. Dans cette fondation, il y a des membres. C'est des membres qui vont un petit peu choisir quel projet on gère, la direction qu'ils prennent, machin, etc. Qui vont accessoirement mettre des sous sur la table. Il y a aussi bien Google que Amazon, qu'une flopée d'autres boîtes là-dedans. Je vous invite à aller voir, cncf.io, vous les verrez. Mais globalement, ça permet d'avoir une certaine collaboration pour aller dans un sens un petit peu commun. Pour aller dans un sens commun, et notamment dans le sens de Kubernetes. Ça aurait été difficile de parler de cloud natif sans parler de Kubernetes et surtout de Kubernetes managé par les cloud providers. Globalement, Kubernetes est devenu un petit peu le dénominateur commun des fournisseurs de cloud, est devenu l'abstraction commune de différents providers. Alors à la base, c'est venu de chez Google. Kubernetes, à la base, ça vient de chez eux. Du coup, ils étaient parmi les premiers, si ce n'étaient pas les premiers, à le fournir en service managé avec Google Kubernetes Engine. Et depuis début 2018, on a EKS, qui est du Kubernetes managé par Amazon. On avait, depuis même avant AWS, on avait ça chez Azure avec AKS. Ça va, les acronymes ne sont pas trop compliqués, vous remarquerez, globalement, vous mettez un K au milieu des trois, ça marche. C'est un peu similaire sur les acronymes chez IBM Cloud, chez Alibaba, chez Oracle, etc. Alors des fois il y a des variantes, c'est un C d'abord pour dire container et après un K, voilà. Mais globalement, à peu près tous les cloud providers vous fournissent maintenant du Kubernetes managé. Et même, il y a même des boîtes qui vous fournissent juste du Kubernetes managé, rien d'autre, mais qui vous fournissent ça. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on se retrouve avec la même API pour déployer nos workloads sur différents cloud providers. Ce qui est quand même plutôt une avancée considérable. On parle dans tout l'aspect cloud natif, on va parler justement de l'aspect, je vais y arriver, de l'aspect, merci, de l'aspect interopérable, de l'aspect couplage faible, etc. avec d'autres choses. L'avantage, c'est que là, justement, on ne va pas se coupler trop fortement avec un provider de cloud en particulier. On va pouvoir avoir les mêmes API, le même orchestrateur chez différents providers de cloud. Après, c'est cool, mais ça pourrait encore être mieux.
Avant du Kubernetes Manager, Amazon proposait, et propose toujours d'ailleurs, quelque chose qui s'appelle ECS, qui est un orchestrateur de conteneurs fait maison chez eux. C'est cool, voilà, ça marche plutôt bien. Il y a quand même un souci derrière tout ça, c'est que j'ai toujours à gérer la notion d'instance. Sur GKE, sur EKS, etc. J'ai toujours une notion de nœud Kubernetes. Je vais toujours me soucier de combien de machines et quelle taille elles ont dans mon cluster. J'ai toujours pas cette abstraction. Au final, quand on parle de Cloud Native, on va parler forcément de tout l'aspect serverless, de tout l'aspect, j'arrive pas à dire ce mot ce soir, de tout l'aspect abstraction. Ça serait chouette si on pouvait aussi s'abstraire des services en dessous. Amazon l'ont fait pour ECS. Ils ont sorti quelque chose qui s'appelle Fargate en 2018, qui est en gros une sorte de back-end pour ECS et qui vous dit « Ah, t'as pu à t'occuper des machines en dessous, des nœuds, etc. » Il n'y a pas, tu dis « Tiens, je renais tant de conteneurs, les linker comme ça, etc. » On gère, t'as pas à te soucier du reste. Ils ont promis que Fargate serait utilisable avec EKS à la reInvent en 2017, si je ne me trompe pas, mais c'est toujours pas le cas. Et chez GKE, c'est pas le cas non plus. Ça a beau être Google, on se soucie toujours des nœuds qui sont derrière notre cluster GKE. Je crois que AKS permet d'avoir une certaine abstraction là-dessus, déjà. Mais donc, c'est cool, ça nous fait un premier dénominateur commun, ça nous fait quelque chose qui va nous permettre de ne pas trop se lier, en tout cas pour le déploiement de nos applications, à un certain provider de cloud. Il y a évidemment toujours le souci des services managés, etc. Votre application, c'est pas que vos pods qui vont tourner sur votre Kubernetes. Mais ça vous l'apporte à pas mal de choses sympas, même si, c'est dommage, on a toujours associé des serveurs en dessous. On aimerait bien s'en abstraire autant que possible, et espérons qu'on évolue là-dessus du coup sur 2019. Et dernier point cool, ça ouvre la voie aussi à des sujets comme tout ce qui sera fédération. Fédération de clusters Kubernetes entre différents providers de cloud, entre votre cluster Kubernetes on-prem et le cluster Kubernetes chez votre cloud provider, etc. On n'est pas encore là, mais peut-être qu'on va tendre vers ça. Je vous parlais de Kubernetes, je vais vous parler d'une autre techno qui commence par un K, ça va être Kafka. Bah oui, parce je vous parle de service managé. On parle de la complexité d'avoir, du coup, de se lier vraiment du vendor locking, de se lier à des services managés, notamment pour la partie stateful, à un cloud provider. On a Kinesis pour la partie broker de messages chez Amazon, on a PubSub chez GCP, on a quelque chose qui n'a je ne sais pas quel nom chez Azure, ils ont très probablement un équivalent, mais c'est quand même du coup des choses différentes. Globalement, c'est difficile de parler de messaging et de real-time sans parler de Kafka. Ça serait cool si on pouvait avoir du Kafka managé par nos fournisseurs de cloud. Alors, Alexis l'évoquait un petit peu tout à l'heure, Amazon commence à aller vers ça. Toujours est-il qu'en tout cas, c'est Confluent qui ont fait le premier pas là-dessus. Confluent, c'est ceux qui développent et gèrent Kafka. Ils ont sorti quelque chose qui s'appelle Confluent Cloud. L'idée, c'est de vous dire, manager, ça peut être managé par votre fournisseur de cloud, mais ça peut aussi être managé par un tiers. Souvent, le problème, et notamment avec des choses comme des brokers de messages, c'est c'est managé par un tiers, c'est cool, mais du coup ça veut dire que c'est pas dans le même data center et tout, j'ai potentiellement avoir une certaine latence, etc. C'est pas ouf. Confluent, avec Confluent Cloud, ce qu'ils vous disent, c'est on héberge un Kafka chez les principaux providers de cloud, potentiellement dans le même DC que ceux où il y a vos services, etc. Du coup c'est managé, vous n'avez pas le problème de c'est vraiment ailleurs, etc. Parce que c'est quand même pas loin et il y a quand même les perfs qu'il faut. C'est une autre approche de l'aspect justement managé. Et de l'aspect ne pas trop se loquer, tout en ayant des choses qui soient un petit peu cloud native. Pour l'aspect cloud native d'ailleurs, j'ai mentionné Kafka, dans le même genre, vous allez avoir des choses comme NATS, NATS, c'est un broker de messages, encore une fois fait pour faire du streaming, etc., qui est géré par la Cloud Native Computing Foundation et qui se déploie sur du Kubernetes. Et on va de plus en plus avoir d'ailleurs cette approche de Kubernetes et le dénominateur commun, et je viens mettre mes services par-dessus. Dernier point, l'aspect Cloud Native, c'est aussi communiquer de manière efficace, de manière propre. On parlait tout à l'heure des environnements dynamiques, savoir à qui je parle, comment, etc. AWS, les API que eux ils exposent, c'est du XML over HTTP. Globalement, ils ont des descripteurs de ces API et ils vous génèrent les SDK pour aller leur parler. GCP, c'est des API REST, donc du bon vieux JSON sur HTTP. Le souci qu'on commence rapidement à avoir, c'est quand c'est des équipes différentes qui développent les clients d'API, les SDK pour ces API. On va prendre l'exemple brièvement de Google Cloud Storage,
l'object storage de chez Google. Donc ça stocke des fichiers, des objets, hein, comme S3. Le client Go appelle ça des files. C'est des objets qui sont stockés. Le client JavaScript appelle ça des objects. Et le client Python appelle ça des blobs. Donc on a la même API derrière, des SDK pour la même API, les mêmes concepts, 3 dénominations différentes. Globalement, c'est un certain manque d'homogénéité qui pourrait être résolu si on bougeait vers des moyens de communication du coup un peu plus entre guillemets modernes, et surtout de la part de Google, vu que c'est eux qui en sont à la base, des choses comme gRPC par exemple, qui est ni plus ni moins que du protobuf sur du HTTP2. Donc du coup on aurait des fichiers protobuf qui nous permettraient facilement de générer les différents clients, les différents clients, les différents SDK pour différents langages. Actuellement, si je veux, j'en sais rien, aller parler depuis un programme en Rust, au hasard, ou en Haskell, aux API d'AWS ou de Google, j'aimerais bien avoir un truc fiable et pas un truc que, entre guillemets, je dois bricoler à la main. Donc l'aspect cloud native, ça passe aussi par tout ça. Et tout dernier point, c'est la deuxième fois que je dis ça, et je sens que ceux qui regardent le timer vont finir par me jeter dehors, l'aspect observabilité. On en parlait, quelque chose de cloud native, c'est quelque chose d'observable, c'est quelque chose de gérable, d'observable, d'automatisable. L'observabilité actuellement, ça passe par 4 points, les logs, les métriques, les traces, on parle de traces distribuées, comment je suis une requête à travers un système distribué, et enfin la partie alerte. Chez AWS, qu'est-ce que ça donne? Je ne vais pas vous refaire le topo sur CloudWatch. Jérémy vous en a déjà parlé en long, en large, en travers. Logging, alerting et un peu les métriques. Il y a 1 minute à peu près de délai pour les avoir, c'est bof, mais c'est déjà ça. CloudTrail pour la partie audit et event. Et AWS X-Ray. X-Ray qui est le service qui va gérer les traces distribuées sur Amazon. Il faut bien comprendre que ça, c'est super important. On est en plein dans le sujet. Un provider de cloud doit être cloud natif. Si j'ai une requête qui arrive par du CloudFront, qui passe par une API Gateway, qui va parler à une lambda, qui va parler à un de mes services dans le EC2, qui passe par un broker de messages, etc. Tout ça, j'ai envie de l'avoir dans ma trace. J'ai envie de le savoir. Et si les services d'Amazon ne sont pas foutus de persister cette trace, d'enrichir les choses, etc., et de s'intégrer correctement avec, ben moi, j'y pourrais rien. Donc c'est pour ça que c'est super important que les services des fournisseurs de cloud soient designés avec les mêmes best practices, entre guillemets, et les mêmes technos, les mêmes standards, etc., que ce que nous, on utilise pour développer nos services. Chez Google, c'est un peu similaire. Vous avez Stackdriver pour la partie logging, métrique et alerting. Vous avez Trace pour tout ce qui est distributed tracing. Et vous avez quelque chose qui s'appelle d'ailleurs Google Stackdriver Service Monitoring, qui est vraiment sur l'aspect service, SLO, etc. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que c'est quelque chose qui s'intègre nativement avec Istio. Istio, c'est la solution de service mesh qui est poussée principalement par Google. C'est ce qui utilise Envoy, dont je vous parlais tout à l'heure. Le petit truc avec le logo rose de la CNCF. Il s'intègre avec, c'est-à-dire que Istio, c'est votre service mesh, c'est lui qui va gérer la communication entre vos applications, etc. Savoir un petit peu dans quel état sont les communications entre vos applications, les taux d'erreur, les perfs, etc. Stackdriver, c'est s'intégrer nativement avec ça. Et ça pourrait bien être un autre axe pour éviter le vendor locking et pour avoir quelque chose de cloud natif sur tous les providers de cloud. Imaginons demain, il y a la même chose chez CloudWatch et la même chose chez d'autres services, ça veut dire que potentiellement, je peux gérer le monitoring de mes services de la même manière, peu importe mon provider. Ça sera quand même des services managés, ça sera déployé sur mon Kubernetes, mais ça sera géré de la même manière. Donc, pour conclure tout ça, puisqu'on arrive au bout du timer, globalement, les cloud providers, il n'y a pas de souci, sont plus que prêts pour faire tourner vos applications cloud native. D'ailleurs, c'est plutôt, on fait des applications cloud native pour tourner chez eux, donc ça a du sens, heureusement. Par contre, le fait de gérer leurs propres services avec des outils qui soient cloud native et ce genre de choses, ça pourrait être un petit peu mieux là-dessus. L'outillage globalement qu'on a est cool, mais pourrait être vachement mieux. Notamment tout l'outillage sur les choses un petit peu serverless, les functions as a service, etc. Je ne vous ai pas parlé de SAM, je ne vous ai pas parlé du serverless framework, etc. Il y a d'ailleurs un autre talk du mois du cloud, il y a 2 semaines, je crois, qui en parlait. Globalement, tout ce tooling-là est, on va dire, en train d'évoluer vers sa maturité. Globalement, c'est quand même la galère, hein. C'est quand même de l'outillage qui mériterait clairement d'évoluer. L'avantage, c'est que d'ailleurs, c'est open source. Si vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends, beaucoup de gens, dont moi, vous en remercieront. Pour conclure un petit peu là-dessus, Kubernetes, c'est clairement la voie qui va faciliter un peu tout ça, qui va faciliter l'approche cloud native des services de notre cloud provider et de l'hébergement de nos services. Voilà, et je voudrais conclure sur ce mot.
et c'est la 4e fois que j'y conclure, mais c'est la dernière slide, sur ces mots de KCI Tower. Globalement, que vous fassiez du conteneur de service avec du Kubernetes, que vous fassiez du PaaS avec du App Engine, du Beanstalk, du je sais pas quoi, que vous fassiez du fonctionnel de service, et l'outillage que vous utilisez globalement, la conclusion c'est quand même qu'on s'en fout, quoi. On ne veut pas se soucier justement de ce genre de choses. L'objectif c'est de ne plus en avoir entre guillemets conscience, de ne plus trop se poser la question. On veut s'abstraire de ces notions de network, de machine, on veut le plus d'abstraction possible, des choses les plus faciles, les plus taillées pour le cloud possible. On veut juste se soucier de qu'est-ce que je vais faire pour mon business et de pas tout l'outillage que j'ai autour et tout ce que j'ai en dessous. Voilà, c'est tout pour ce talk. Merci beaucoup.